Là, voilà. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, vous inquiétez pas, j'enverrai l'enregistrement et la présentation à tous les inscrits. Comme ça, s'il y a des choses que vous avez loupées ou si vous devez partir plus tôt, vous aurez accès à ce webinaire. On a pas mal de choses à couvrir. Euh, pour ceux qui ont l'habitude ou qui sont déjà venus à certains de mes webinaires, vous savez un petit peu comment je travaille. Pour les autres, merci et bienvenue à ce premier webinaire, en tout cas pour vous. Euh, donc, comment ça va se passer? Je vais faire une présentation qui va durer à peu près 1 heure. On va aller enfin, assez loin dans le détail en termes d'investissement, que ce soit ici aux États-Unis ou en France. Je vous montrerai l'agenda un peu plus tard. Euh, donc, à peu près 1 heure de présentation. Et puis ensuite, il y aura une demi-heure à 1 heure de questions. Alors, en général, j'ai beaucoup de questions. J'essaie de répondre à tout le monde. Euh, donc, ça peut prendre 1 heure. Vous inquiétez pas si vous devez partir ou quoi que ce soit. Encore une fois, ce sera enregistré, hein, et la présentation sera envoyée à tout le monde. Je vous invite à poser vos questions. Alors, si vous posez vos questions pendant le webinaire, j'y répondrai pas, hein, je répondrai à toutes les questions à la fin parce que ça coupe le flow du webinaire. Et donc, vous utilisez la fonction Q&A, hein, pour poser vos questions. Si possible, attendez que je posez pas vos questions dès le début parce qu'il est possible que vous trouviez les réponses pendant le webinaire. Hein, donc attendez un petit peu avant de poser les questions, que j'arrive au thème de votre question. Donc aujourd'hui, on va parler des investissements entre les États-Unis et la France en tant que résident américain. Alors, ça marche aussi si par exemple vous êtes de nationalité américaine en France, ça marche aussi. Hein, il y a des subtilités, mais, euh, mais ça marche. Avant de commencer, donc, moi en tant que conseiller financier indépendant, je suis soumis à pas mal de régulations. Et donc, je dois vous donner un petit avertissement qui est, si on va parler de performances, des choses comme ça, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Euh, les informations que je vais vous donner sont réputées fiables, hein. Donc, elles viennent soit de mon expérience, soit de conversations que j'ai eues avec des avocats, des comptables, différentes personnes au cours de ces dernières années, hein. Mais ça ne remplace pas des conseils particuliers, hein. Et entre ce que moi, je sais, que je vais vous dire, que vous comprenez, il peut y avoir des différences, hein. Donc, si vous avez un doute, si vous avez lu quelque chose qui est contradictoire avec ce que je dis, euh, hein, je fais des erreurs comme tout le monde, je suis humain, donc il est possible que des fois je dise quelque chose et je pense avoir dit de cette manière, et en fait ça, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas à soit m'envoyer un email directement, hein, soit à vérifier par vous-même si ce que je vous ai dit est vrai. Ensuite, il y a des choses qui étaient vraies il y a 5, 6 ans, 10 ans, ils ne sont plus vrais maintenant. Hein, donc, il y a des choses qui étaient vraies, ou peut-être qu'un de vos collègues ou des amis vous ont dit, ah oui, moi j'ai fait ça, et c'était peut-être ce qu'on faisait il y a 5 ans, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des choses qui ont changé. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, je vais me présenter. Alors, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont déjà participé à mes webinaires, c'est le moment d'aller prendre un café. Donc, ça va durer, la présentation, elle va durer à peu près une dizaine de minutes, hein. Je vais me présenter moi, WeFinancial, pour vous dire un petit peu ce que je fais, qui je suis et qu'est-ce qui me donne le droit de faire ces webinaires. Ensuite, on va parler de manière générale de ce que j'appelle le contenu et les contenants, hein. Donc, les investissements, c'est le contenu, et les contenants, c'est presque aussi important que les investissements, hein. C'est les boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre votre argent, les différents comptes. On va parler des plus mauvais placements, hein, et vous risquez d'avoir des surprises, et je ne vais pas me faire que des amis en discutant de ça. On va discuter des placements possibles en France, hein, quand on est résident américain, et vous verrez que c'est relativement limité et que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Mais on en discutera. Les placements possibles aux États-Unis, bien sûr. Donc, on va parler des marchés financiers, hein, que ce soit dans le 401k, des choses comme ça. Donc, on va parler des concepts, on va parler des investissements à court terme, on va parler de la construction d'un portefeuille, et on va parler des retours sur investissement. Ensuite, on va parler des placements, toujours dans les placements possibles aux États-Unis, tout ce qui est immobilier.
marché immobilier, REIT, pour ceux qui ne connaissent pas. On va discuter de ça relativement rapidement. Et puis ensuite, et enfin, les investissements alternatifs, des investissements qui ne sont pas liés au marché financier ou au marché immobilier. Donc, on va parler de toutes ces choses-là. Alors, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai? Comment ça se passe, etc. Donc, j'ai créé mon cabinet il y a quelques années. Alors, on peut pas se poser comme conseiller financier. Il faut passer des concours, il y a des certifications, des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai créé mon cabinet, j'avais deux idées en tête. La première chose, c'était essentiellement de travailler avec des Français aux États-Unis ou des gens qui ont un lien avec la France. Donc, quelquefois, ça peut être des Américains qui vont prendre leur retraite en France, ou même des Américains en France, ou des gens en double nationalité en France. C'est un peu plus rare. Euh, Juste des questions de décalage horaire, hein. Je suis basé à San Francisco, donc il y a 9 heures de décalage horaire avec la France. C'est un petit peu compliqué. Donc moi, ma spécialité, c'est vraiment les Français aux États-Unis, que ce soit en termes de plan financier, optimisation fiscale, investissement dont on va parler. La deuxième chose, c'est que je voulais être complètement indépendant. Donc, je ne vends pas de produits financiers, je ne reçois pas de commission de qui que ce soit, je suis payé uniquement par mes clients. Donc, que vous investissiez dans ce truc-là ou dans ce machin-là, ça ne change rien pour moi. Je ne reçois pas de commission aussi, ou les noms que vous allez voir ici, euh, je ne reçois pas d'argent d'eux. Quelquefois, je reçois un email de remerciement, mais pas toujours. Donc, je suis vraiment complètement indépendant. Donc, je suis basé à San Francisco, comme je le disais, mais je travaille dans plus d'une vingtaine d'États. Maintenant, ça doit être même, d'ailleurs, il faudrait que je le mette à jour. Ça doit être au moins une trentaine d'États, probablement maintenant. Donc, je travaille sur tous les États-Unis. Je suis complètement virtuel. Complètement virtuel. Alors, ce que je ne fais pas, c'est aussi important que ce que je fais. Donc, je ne fais pas les déclarations de revenus. Ça, ce sont les comptables. Si vous avez besoin de comptables franco-américains, vous m'envoyez un petit email, guillaume@wefinancial.com. Vous m'envoyez un petit email et je vous envoie une liste de 8 ou 9 comptables franco-américains. Il n'y a pas de problème, comme ça vous donne le choix. Tout ce qui est bilan retraite, ça, je ne fais pas. C'est des sociétés spécialisées qui vont faire toute la partie administrative avec la France, avec les États-Unis, etc. Donc ça, c'est un bilan retraite. Moi, je prépare à la retraite, mais par contre, faire la paperasse avec les différents organismes, ça, c'est pas moi. Tout ce qui est gestion immobilière. Je suis pas un spécialiste de l'immobilier, enfin, on va en parler. Donc, je fais bien sûr des études de rentabilité sur l'immobilier. Et en ce moment, c'est pas génial. Mais, mais je ne fais pas de gestion immobilière. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, tiens, achetez à Détroit plutôt qu'à Miami, achetez à Bordeaux plutôt qu'à Lille. Ça, c'est pas mon domaine. Tout ce qui est point sur les marchés boursiers, vous verrez que je ne fais pas ça, parce que je trouve ça un petit peu. Personne ne connaît le futur. Donc, les soi-disant experts qui disent oui, je vois que les marchés financiers vont faire ça et ça, ouais, ils ont une chance sur deux de se tromper, hein. Donc, s'ils disent que les marchés financiers vont monter, en fait, ils ont plus de chances d'avoir raison que tort. Et s'ils disent qu'ils vont baisser, eh ben, tôt ou tard, ils auront raison. Donc, les points sur les marchés boursiers, c'est pas comme ça que je travaille et c'est pas comme ça que j'investis aussi pour mes clients. Alors, on fait en sorte de mettre en place quelque chose où on a un process. Quels que soient les marchés financiers montent, descendent, euh, on va mettre des choses en place. Alors, une des images que j'aime bien montrer, c'est sur la gauche ce qu'on croit qu'un conseiller financier fait, et sur la droite ce qu'on fait en vrai. Donc, on pense qu'un conseiller financier, ça ne sert qu'à faire des investissements. Non. En fait, on fait plein d'autres choses. Que ce soit tout ce qui est cash flow, que ce soit des conseils sur les stock options, sur les RSU, estate planning, un testament, transmission du patrimoine, etc. On fait tout ce qui est retraite, tout ce qui est assurance aussi, éducation, optimisation fiscale, optimisation des remboursements des dettes. Enfin, toutes ces choses-là, on fait aussi. On ne fait pas que la partie investissement. On fait aussi plein d'autres choses. La façon dont ça se passe avec moi, il y a deux aspects à ce que je fais. Premier aspect, c'est du pur planning financier, où ça se passe par séance. En général, pour faire un plan financier initial, c'est 2 à 4 séances d'1 heure. Et c'est $400 de l'heure et ça comprend la préparation des séances, ça comprend les emails, ça comprend tout. Il n'y a pas de frais cachés. 400, c'est $400 de l'heure, donc pour 800, entre 800 et en général 3 séances c'est suffisant. Donc 800, $1 200, vous avez un plan financier. On va parler
investissement, on va parler de tout ça. Sur la partie investissement, donc là, c'est le deuxième service que je propose. Il y a la partie investissement où là, je facture 2 500 $ plus 1% par an. Hein, c'est facile à calculer. Vous avez 300 000 $, 1% 3 000 $ plus 2 500 $, 5 500 $ par an. L'objectif, c'est de faire aussi bien ou mieux que les marchés après mes frais. Non, c'est pas du jeu. Hein, et donc, je peux gérer n'importe quel type de compte, 401k, directement. Donc, je peux prendre la main sur vos 401k. Et hors 401k, j'ai différents types de portefeuilles. Suivant vous ce que vous voulez faire, si c'est important pour vous, par exemple, que vos investissements soient alignés avec vos valeurs, vous pouvez faire ça. Hein, au niveau des entreprises, pas global. On va investir dans des entreprises individuelles, des centaines d'entreprises individuelles, donc ça va être diversifié et qui vont suivre un certain nombre de critères. Donc, j'ai différentes choses là-dessus. On n'est pas là pour parler de moi, donc je passe relativement vite là-dessus. Et en fait, c'est une sorte de filtre, hein, tout simplement. Pour la partie action du portefeuille, ben, on va choisir, suivant différents filtres, on va choisir les actions qui ont le plus de probabilité de faire mieux que les marchés. Voilà des exemples de valeurs. Encore une fois, je passe relativement rapidement là-dessus. Vous avez toutes les informations sur mon site internet, hein, wefinancial.com. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Et sur la partie obligations, on va utiliser des ETF. Hein, sur la partie bonds, comme on dit en anglais, on va utiliser des ETF, donc qui sont pas particulièrement chers. J'ai d'autres webinaires. Si vous n'y avez pas encore assisté, je vous invite à le faire. Retour en France dans les 3 ans. Si vous allez retourner en France dans les 3 ans, absolument, absolument regardez ce webinaire parce qu'il y a plein de choses à faire. Préparer sa retraite en tant que Français résident américain aussi. Hein, on va toucher un petit peu du doigt la partie investissement, etc. Mais on n'est pas là pour parler des retraites. Hein, donc, si vous avez des questions sur la retraite, etc., si je peux y répondre rapidement, je le ferai. Sinon, ce sera hors sujet pour ce webinaire-là. J'ai un webinaire spécial sur les retraites. On va discuter de la retraite en long, en large et en travers. Et ça va durer aussi 1h30, 2 heures. Donc, comme je disais, première chose, hein, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, avant même de parler investissement, vous pouvez avoir le meilleur investissement du monde, et s'il est taxable, eh ben, il risque de faire moins bien qu'un investissement moyen dans un compte non taxable. Hein, juste le fait d'avoir des taxes dessus, ça peut plomber les retours sur investissement. Donc, pour économiser des impôts, il faut mettre en place un certain nombre de comptes. Donc, première chose, un fonds d'urgence. Ça, c'est indispensable ici parce qu'on n'a pas les mêmes filets sociaux qu'en France. Donc, entre le checking et les savings account, un fonds d'urgence, c'est à peu près 6 mois de dépenses. C'est à peu près 6 mois de dépenses, pas de revenus. Et donc, ça, c'est des investissements à court terme. On va en parler, ça devrait rapporter autour de 5%. Ensuite, la deuxième partie, c'est 401k, 403B, 401A, 457B. Tout ça, ça doit être c'est le compte le plus important aux États-Unis. C'est la pierre angulaire de votre patrimoine aux États-Unis. Il faut absolument les maximiser. Et les maximiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre 23 000 $ dedans par an. Donc, c'est pas mettre juste le match de l'entreprise, c'est mettre 23 000 $. Et 23 000 $, ça inclut pas le match de l'entreprise. Hein, donc absolument, absolument très important. Mettre de l'argent dans un 401k. Ensuite, un Roth IRA, tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Même si, alors attention, il y a des subtilités. Hein, si vous gagnez trop d'argent, vous ne pouvez pas mettre directement de l'argent dans un Roth IRA. Il faut passer par un truc qui s'appelle une backdoor Roth IRA conversion. Peu importe comment ça s'appelle, vous pouvez regarder sur Internet ce que ça donne. Mais un Roth IRA, vous pouvez mettre 7 000 $ si vous avez moins de 50 ans, 7 000 $ et ce sera plus jamais taxé. Ce sera investi sur les marchés financiers, donc ça va doubler tous les 10 ans. Et ce sera plus jamais taxé. Donc ça, c'est très intéressant comme compte. Hein, donc un Roth IRA très intéressant. Après, certains d'entre vous, probablement dans leur 401k, on a un after-tax 401k qui n'est pas la même chose qu'un Roth 401k. Là aussi, c'est une autre option.
que vous pouvez avoir. Il y a une chance sur 3 que vous ayez ça dans votre 401k. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met aussi en place avec mes clients. Donc ça, c'est plutôt des investissements pour la retraite, après 59 ans et demi. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous avez optimisé votre fiscalité aux États-Unis. Vous pouvez investir dans un brokerage à compte, dans de l'immobilier, dans des choses comme ça. Donc ça, c'est la quatrième, on va dire la quatrième grande boîte. Quatrième grande boîte. Alors, je vais faire, voilà, je rentre l'enregistrement. Voilà. Donc ça, la dernière chose, ça peut être l'immobilier, ça peut être, on voit d'autres investissements, etc. Et ça peut être du court, moyen ou long terme, ça dépend de vos projets. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les boîtes dans lesquelles on va mettre votre argent. Maintenant, on va parler des mauvais placements ou des plus mauvais placements et je vais expliquer pourquoi. Et peut-être certains d'entre vous vont se dire, ah oui, mais là, je suis pas d'accord avec Guillaume. Et pas de problème. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais sachez qu'il y a des raisons pour lesquelles j'ai mis ces investissements et je vais les expliquer relativement rapidement. Bien sûr, je suis ouvert à vos, à vos critiques ou si vous voulez un peu plus de précision, mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi je pense que ce sont des mauvais investissements. Donc le premier, ça peut vous surprendre, c'est du cash. Et quand je dis du cash, c'est quand j'ai des clients qui ont trop de cash dans leur checking account ou dans un savings account qui est un low yield savings account. Ça veut dire quoi? Un savings account chez Bank of America, Chase, etc. Un savings account, ça doit rapporter en ce moment 5%, pas 0,01% comme le savings account de Bank of America, par exemple. Donc, si vous avez trop de cash, il faut le faire au minimum travailler dans un high yield savings account. Ça marche comme un savings account classique, comme un compte d'épargne classique. C'est assuré FDIC jusqu'à 250 000 $ et ça rapporte 5%. Donc, au minimum, il faut faire ça. Bien sûr, vous pouvez garder un petit peu de cash dans votre checking account, 10 000, 20 000, 30 000 $, enfin comme vous voulez. Dans un checking account, ça ne rapporte rien, mais c'est important quand même d'avoir quelque chose qui est une sorte de fonds de roulement. Mais pour le reste, pour le fonds d'urgence, il faut que ça vous rapporte au moins 5%. On verra qu'on peut faire mieux, mais ça sera autour de ça. La deuxième chose, c'est des actions individuelles. Donc ça peut vous surprendre et je vais mettre un bémol sur ça. Les actions individuelles, si vous avez un process, si vous savez pourquoi vous achetez une action, pourquoi vous allez la revendre, particulièrement pourquoi vous allez la revendre, là, pourquoi pas? Vous pouvez acheter des actions individuelles. Mon expérience avec mes clients, c'est qu'ils achètent des actions individuelles, Google, Nvidia, etc., un peu au feeling. Et donc, du coup, alors ça pose pas de problème quand on achète, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait quand il faut revendre? Par exemple, l'année dernière, j'ai eu un client qui a acheté Nvidia en janvier, super, plus 300, plus 400%. Et puis il m'appelle, il me dit, Guillaume, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois revendre Nvidia ou pas? Donc je lui dis, mais pourquoi tu l'as acheté? Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle tu avais acheté Nvidia? Il m'a dit, bah non, je le sentais bien. Bah, est-ce que tu le sens toujours bien? Je dis, bah non, je le sais pas, je sais pas. Donc voilà, donc c'est facile d'acheter, c'est plus difficile de revendre. Pareil, j'ai quelqu'un qui a investi dans Tesla. Tesla a perdu 40% cette année. Est-ce que c'est une super opportunité pour revenir sur la valeur? Ou est-ce qu'il faut vendre parce que ça va encore plus baisser? Si on n'a pas un process derrière, on ne peut pas savoir. On ne peut pas répondre à cette question. Donc, il faut avoir un process. Toujours avoir un process. Donc, des actions individuelles, en général, pas une super idée. Pas une super idée. Alors, pour les gens qui posent une question, je vous inquiétez pas, c'est enregistré. J'enverrai l'enregistrement pour les gens qui sont arrivés. J'enverrai l'enregistrement à tous les inscrits et la présentation aussi. Okay, et je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation. Donc, action individuelle, attention avec ça. Ensuite, Whole Life Insurance, Wally. Alors, que ce soit la Wally ou les annuity contracts, c'est des produits qui, dans 95% ou 99% des cas, ne sont pas utiles aux clients qui les achètent. Ce qu'on dit souvent, c'est que ça enrichit pour les conseillers financiers indépendants comme nous, qui ne vendons pas ce type de produits. On peut les proposer, il n'y a pas de problème, mais
et je les conseille à certains clients, mais dans 99% des cas, je ne les conseille pas. Je vais expliquer les 3 ou 4 cas où on va utiliser ce type de produit. Euh, c'est pas que c'est un mauvais produit en lui-même, il a sa place, c'est pas un produit d'investissement. Pas un produit d'investissement, sauf si on a une raison particulière. Hein, quand je fais des études quand j'ai des clients qui m'envoient leur contrat de Wally et je fais des études et je compare avec un portefeuille même sans risque, hein, l'argent qu'on a après 10 ans, 15 ans ou 20 ans, c'est de l'ordre de 3 fois l'argent qu'on aurait avec une Wally. 3 fois. Donc, effectivement, souvent les gens qui vendent des Wally ou ce type de contrat, ils vont dire: ah bah oui, mais vous ne payez pas d'impôts. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, peu importe. Mais moi, je préférerais payer des impôts sur 1,5 million plutôt que pas payer d'impôts sur 500 000 $. Hein. Et c'est sur ça que les gens qui vendent ce type de produit jouent. Hein. Et puis le fait que ce soit life insurance, ça paraît familier aux Français, assurance vie. Ce pas du tout les mêmes produits. Une life insurance, c'est une assurance décès en français, pas une assurance vie. L'assurance vie, c'est plus comme un ARR ou ce type de compte en France. Donc, whole life insurance, en général, pas du tout intéressant, sauf dans 3 cas. Vous avez beaucoup d'immobilier en France, et du coup, en termes de transmission du patrimoine, il va y avoir un problème de liquidité parce que vous serez taxé sur l'immobilier en France jusqu'à 45%. Et donc, ça veut dire que vos bénéficiaires en France, bah, ils risquent ils risquent de devoir revendre votre immobilier juste pour payer les frais de succession. Donc ça peut avoir du sens d'avoir une Wally dans ces cas-là. Deuxième chose, si votre épouse ou époux ne travaille pas et que vous n'avez pas suffisamment de patrimoine pour que si vous arrive quelque chose d'ici la fin de votre vie, euh, bah, il y aura des problèmes financiers pour votre époux ou épouse. Hein, si c'est sur les 10 ou 20 prochaines années, une term life insurance, ça sera suffisant. Là, c'est une Wally. Une Wally, on peut peut-être y penser. Et pour les contrats d'annuité ou pour la Wally, si vous êtes vraiment risque adverse, potentiellement, euh, une Wally ou des contrats d'annuité, ça peut marcher. Les contrats d'annuité, le problème, c'est que vous allez mettre en place quelque chose à l'heure d'aujourd'hui. Par exemple, vous allez dire, bah voilà, je mets de l'argent là-dessus et vous allez recevoir mensuellement un montant, hein, qui ne va pas être lié à l'inflation. C'est là où est le problème en général. C'est que vous allez dire, bah voilà, je veux 3 000 $ tous les mois. Hein, je veux 3 000 $ tous les mois. Et ben, mes 3 000 $ aujourd'hui, c'est pas 3 000 $ dans 10 ans, c'est pas 3 000 $ dans 20 ans. Hein, donc, ce ne sera pas suffisant dans 10 ans ou dans 20 ans. Et ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et bien sûr, les gens qui vendent ce type de contrat, ils évitent au maximum de parler de ça. Hein, donc, c'est ça qui me pose problème avec ce type d'investissement. Hein, et encore une fois, il y a plein d'autres choses à faire avant même de penser à ce type d'investissement. Plein d'autres choses. Tout ce qui est hedge fund, attention à ça, attention aux frais. Il y a des risques, il y a des risques assez importants. Donc, faut faire attention aux frais. Tout ce qui est leverage ETF, hein, donc ça, c'est des ETF qui vont faire 3 fois un index, mais 3 fois à la hausse. Donc, c'est super quand les marchés montent. Hein, 1%, ça ferait 3% par jour. Et, mais par contre, quand ça descend, bah, ça fait pareil. Hein. Moins 1%, c'est moins 3%. Donc, quand il y a des chutes brutales des marchés, hein, comme on l'a vu pendant le Covid, par exemple, moins 25% en 15 jours, et ben, c'est moins 75%, à peu près. Hein, donc, faut faire quand même attention. Et tout ce qui est options futures, produits structurés, attention à des produits complexes. Hein, c'est un peu comme les annuités, les whole life insurance, ce sont des produits complexes. Hein, c'est très difficile. Hein, et quand je revois des life insurance contracts, ils font 90 pages. 90 pages. C'est pas possible de comprendre tout, sauf si on s'y connaît. Hein, et en général, on fait confiance. Ouais, mais c'est pas génial. Donc, options futures, produits dérivés, etc., produits structurés, à éviter, sauf si, bien sûr, vous êtes un professionnel de ce type de produit et que vous savez ce que vous faites. Hein. Tout ce qui est or et métaux précieux, très à la mode, très à la mode, très à la mode avec les Français, hein, l'or. Alors l'or, c'est très bien quand ça monte, mais par contre, il faut avoir un super timing. Hein. Si on prend 2010 à 2020, l'or, il n'a rien fait. Hein, il est resté stable. Et ça ne crée pas de dividendes, et en plus, ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc l'or et les métaux précieux, en général,
pas une super idée. Hein, sauf si vous avez encore une fois un process. Vous savez pourquoi vous allez revendre, pourquoi vous allez acheter, etc. Alors 5-10% dans l'or d'un portefeuille, pourquoi pas. Mais encore une fois, il faut avoir un bon timing. Tout ce qui est placement en France aussi, enfin, et on va en parler, hors immobilier. Hein, hors immobilier, n'importe quel placement en France, PEA, assurance vie, etc., pas du tout intéressant quand on est résident américain parce que taxable aux États-Unis. Ça, on en parlera, j'ai 2 slides là-dessus, on en parlera un peu plus longuement, un peu plus tard. Hein. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'il ne faut pas faire, en quelque sorte. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Désolé, je dois encore poser décidément aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Je vais faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Toujours le chien qui veut re-rentrer. Compliqué aujourd'hui. Euh, alors, maintenant les placements en France. Donc j'en parlais il y a juste 2 minutes. Hein. On va voir qu'il y a différents types de placements en France quand on est résident américain. Et si vous avez déjà ces comptes en France, vous allez voir que ça pose problème aux États-Unis. Tout ce qui est assurance vie. Alors, ce n'est pas le fait d'avoir une assurance vie, un PEA, un PE, un PEG, c'est ce qui est à l'intérieur de ces comptes-là. Hein, si ce sont des fonds, ça sera taxé à 37%. Si ce sont des fonds en action, hein, au PCVM, unité de compte, ça s'appelle dans les assurances vie, c'est taxé comme PFIC à 37% aux États-Unis sur les plus-values latentes. Donc, vous avez un fonds qui est à 100 $ au 1er janvier, à 120 $ au 31 décembre. Les 20 $, même s'il n'y a pas eu d'action sur le compte, ils sont taxables aux États-Unis à 37%, comme PFIC. Donc, compliqué à déclarer et fortement taxé. Les fonds en euros, les intérêts sont taxés uniquement comme revenus. Ils sont taxés aussi. Donc, pour certains d'entre vous, ça va être une découverte. De dire oui, mais moi, j'ai déclaré ces comptes-là dans mon FBAR et dans le 8938. Ouais, mais ça, c'est juste les 2 endroits où on peut déclarer. Il faut tout ce qui est retour et gain, il faut aussi les déclarer dans le tax return et ce sera taxé. Et si vous n'avez pas fait ça, vous êtes en infraction avec l'IRS. C'est pas très grave, hein, donc vous inquiétez pas, c'est pas non plus l'IRS va pas vous tomber dessus tout de suite, mais il va falloir commencer à déclarer ça correctement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun intérêt, aucun intérêt à mettre de l'argent dans une assurance vie. Il ne faut pas forcément la fermer en France, hein, si vous n'êtes pas en double nationalité. Si vous êtes en double nationalité, idéalement, on va la fermer. Mais si vous n'êtes pas en double nationalité, vous n'avez pas besoin de la fermer, vous la laissez ouverte, vous la diminuez, mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'investir dans une assurance vie quand on est résident américain. Ça vaut pas le coup du tout. D'abord, ça rapporte pas beaucoup et en plus, c'est fortement taxé. PEA, PE, PEG, compte titre, même chose. Les fonds qui sont à l'intérieur seront taxés comme PFIC à 37% aux États-Unis sur les plus-values latentes. Les actions individuelles, en revanche, ça, il n'y a pas de problème. Ce sera taxé comme un brokerage à compte, comme un compte titre normal. Hein, donc, si vous avez fait des gains dans ces comptes-là, même s'ils ne sont pas taxés en France, ils seront taxables aux États-Unis. Donc, vous avez acheté une action à 100 $, vous la revendez plus tard à 130 ou à 100 €, vous la revendez plus tard à 130 €, et ben les 30 € de gain, ça, ils sont taxables aux États-Unis, même s'ils ne sont pas taxables en France. Donc, c'est un des problèmes. Ils sont taxables au niveau fédéral et au niveau étatique. Attention, hein, aux 2 endroits. Après, il y a un compte qui est un peu plus particulier qui s'appelle le PERIN, plan d'épargne retraite individuelle. Celui-là, par contre, il est non taxable, hein, parce qu'il est considéré comme un plan en retraite. Un PEA, PE, PEG, compte titre assurance vie, même si on l'utilise pour la retraite en France, pour le traité franco-américain, ce n'est pas considéré comme des comptes retraite. Pas considéré comme des comptes retraite. Alors que le PERIN, c'est considéré comme un compte retraite. Et dans ce cas-là, ce n'est pas taxable aux États-Unis. C'est soumis au traité franco-américain. Attention, à partir du moment où vous êtes aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous amuser à ouvrir ces comptes-là, ça ne marchera pas. Donc, c'est si vous les avez déjà, là, il y a des choses à faire là-dessus. Hein. C'est ce que je fais avec mes clients souvent quand on fait une première séance. Hein, on va regarder tous ces comptes et je vais dire, bah voilà, ça faut l'enlever, ça faut le mettre là, ça faut le mettre là, ça faut le diminuer, etc. Ça faut le fermer pour telle ou telle raison. Okay, donc attention à ces comptes-là. Alors, maintenant, le deuxième type de placement, hein, je sais que les Français, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je dis souvent les Français et l'immobilier, c'est une grande histoire d'amour. Hein, et donc là, enfin moi, comme je dis tout le temps, et vous me pardonnez l'expression, j'ai une pratique, j'ai un cabinet qui est no BS. Hein, donc je vais vous dire clairement,
Comme j'ai dit pour les mauvais placements, pour l'immobilier, je vais vous dire aussi clairement pourquoi je pense que ce n'est pas une bonne idée. En ce moment, on n'aurait pas eu la même conversation il y a 2 ou 3 ans quand les taux d'intérêt étaient à 3% aux États-Unis et 1% en France. Mais encore une fois, moi, je n'essaie pas de vendre quoi que ce soit. Je vous dis les choses comme je les vois. Donc, il y a deux possibilités en termes de placement immobilier quand on est résident américain qui sont intéressantes, fiscalement parlant. Pas forcément financièrement parlant, mais fiscalement parlant. Donc, c'est LMNP, loueur meublé non professionnel. Donc là, vous pouvez déprécier le bien en France. Alors, déprécier le bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien, vous pouvez retirer une partie de la valeur du bien. Sur 20 ans en France, sur 30 à 40 ans aux États-Unis. Par contre, quand vous revendez le bien, tout ce que vous avez déduit, c'est recapturé. Donc, c'est recapturé dans les gains. Et donc, vous payez des impôts à ce moment-là sur les gains. Mais entre-temps, sur les recettes, vous ne payez pas, d'impôts en France, sauf la taxe foncière et la taxe d'habitation. Mais sur les loyers, vous ne payez pas d'impôts en France, pas d'impôts aux États-Unis. LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors, ça peut être intéressant pour diversifier, mais c'est peu liquide et surtout la rentabilité, quand je fais des calculs de rentabilité, c'est très, très limité. Si par exemple vous faites un prêt, vous dites, donc quelquefois j'ai des clients qui me disent, oui, mais Guillaume, je vais faire un prêt, comme ça il y a un effet de levier, etc. Même en comptant l'effet de levier, quelquefois, si on fait un prêt en France à 4 ou 5% et qu'on peut, ici sans risque, faire 5%, et ben, faut qu'au moins la rentabilité du prêt, elle soit 4% pour rembourser le prêt, plus 5% sans risque, ça fait 9%, plus 1 ou 2%, parce qu'il y a quand même un risque que vous prenez dans l'immobilier. C'est pas sans risque l'immobilier. Les locataires peuvent ne pas payer, il peut y avoir un dégât des eaux, ça peut brûler, enfin, les locataires peuvent détruire l'appart. Ce n'est pas sans risque. Donc ça veut dire autour de 10-11% de rentabilité, très difficile à avoir. Et aux États-Unis, c'est encore pire parce que c'est 7%. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, il y a les achats en nue propriété. Donc ça, en fait, vous achetez un bien neuf et il y a une décote du bien qui peuvent aller de 30 à 50%. Mais par contre, vous ne pouvez pas percevoir de loyer pendant 15 à 20 ans en échange. Alors après, là, pareil, il ne faut pas rêver. En général, quand vous achetez le bien, il est surévalué. Il est surévalué de 20 à 30%. Parce que les promoteurs immobiliers, ils ne sont pas fous. Ils voient que vous avez un avantage fiscal, donc ils vont récupérer un petit peu d'argent là-dessus. C'est ça le problème. Attention, et c'est ce que j'ai mis à la fin de ce slide, attention à la transmission du patrimoine. À chaque fois que vous achetez un bien immobilier en France, toujours réfléchir à la transmission du patrimoine, parce qu'en France, vous pouvez transmettre votre patrimoine sans impôt à hauteur de 100 000 euros, par adulte, par enfant. Aux États-Unis, c'est 13,6 millions par adulte, à n'importe qui. 13,6 millions aux États-Unis, 100 000 euros en France. Donc ça peut poser problème. Après, il y a aussi l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous achetez un peu trop d'immobilier en France, vous vous retrouvez à payer l'impôt sur la fortune immobilière qui n'est pas très, très élevé. 1% et quelques. Donc ça, c'est moins embêtant, mais attention à la transmission du patrimoine. Alors maintenant, côté américain. Donc ça, c'était côté français. Maintenant, côté américain. Donc comme on va regarder les différents types de choses qui existent. Donc les placements à court terme. Donc le plus simple, on va aller du plus simple quelque part au plus compliqué et du moins intéressant fiscalement au plus intéressant, en quelque sorte. Donc le premier, c'est des comptes d'épargne à haut rendement, High Yield Savings Account. En ce moment, 4,5 à 5,5%. Vous tapez ça sur Google, vous en allez en avoir plein. Donc ça peut être intéressant. Pareil, certificat of deposit CD jusqu'à 5%, mais par contre, l'argent peut être bloqué de 12 à 18 mois. Donc, en général, je ne conseille pas les CD. Un High Yield Savings Account, ça suffit. Et ça a l'avantage d'être plus liquide. Par contre, il y a une imposition. Les 5,5%, c'est avant imposition. Ça, c'est imposé comme revenu. Donc, c'est imposé au niveau fédéral et au niveau étatique. Donc, attention à ça. Attention à ça. Après, vous pouvez ouvrir un brokerage account, un compte titre, et investir dans un ETF qui s'appelle SGOV, qui est basé sur des bons du Trésor américain, qui rapporte 5,3%, qui est taxable au niveau fédéral, mais pas au niveau étatique. Donc là, il y a un petit avantage quand on est dans des États comme le mien, la Californie ou à New York, où on est fortement taxé.
bah ça peut être plus intéressant et c'est sans risque. Ensuite, il y a un nouveau fonds qui est arrivé l'année dernière, en janvier 2023, qui lui rapporte 5,8%, qui s'appelle Box. Attention, derrière, c'est des options à la hausse et à la baisse, mais encore une fois, c'est pas lié au marché financier. Hein. Quand vous voyez Box, il n'y a pas de hausse et de baisse, hein, c'est une ligne droite. Et ça, c'est taxable comme capital gain, qui peut être intéressant parce qu'au bout d'un an, bah, ça peut être taxé à 15, 23,8%, donc moins que des revenus potentiellement. Donc ça, c'est la possibilité. Ensuite, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle short-term muni bonds. On va parler de ça un petit peu plus avant, un peu plus tard. Ça, il n'y a pas d'imposition sur les intérêts au niveau fédéral et au niveau étatique. Au niveau étatique, si ce sont des obligations de l'État dans lequel vous habitez. Donc, les muni bonds, c'est quoi? Vous prêtez de l'argent. Hein, donc là, je parle d'acheter des fonds qui sont investis, qui ont prêté de l'argent à des villes des États-Unis ou des États des États-Unis. Donc, si par exemple vous êtes à New York ou en Californie et que vous prenez des New York bonds ou des Californian bonds, vous ne serez pas taxé au niveau fédéral ni au niveau étatique. Par contre, ça rapporte un peu moins, 3,5% dans ces eaux-là. Mais si vous êtes dans une tranche d'impôt très importante, ça peut être intéressant. Et donc, c'est ce qu'on fait. Moi, je gère des portefeuilles. Hein, c'est une des choses qu'on fait. Si ça vaut le coup, si vous êtes dans une tranche d'impôt un peu plus élevée, bah, sur la partie obligation du portefeuille, on investira dans des muni-bonds, short term, long term, etc. Hein, donc, on investira dans ce type de choses-là pour que vous ne payiez aucune taxe. Alors, maintenant, en termes de concept, quand on crée un portefeuille ou quand on achète un fonds qui est diversifié, il y a toujours deux parties dans ce portefeuille ou dans ce fonds-là. Hein. Il y a la partie equity, action, et il y a la partie obligation, bonds. La partie action, on fait de l'argent de deux manières. Hein. Des gains, on achète quelque chose, on le revend un peu plus tard. Dans ce cas-là, on fait des plus-values à court terme, donc des plus-values à long terme, short-term capital gain, long-term capital gain. Et ça, c'est taxé pour les long-term capital gain à 0%, 15%, 23,8%. Ça dépend de vos revenus. Donc ça, c'est la première manière de faire de l'argent. La deuxième manière de faire de l'argent, c'est les dividendes. Pour certaines entreprises, elles vont partager leurs profits. Les profits de l'entreprise. Hein, donc, si c'est une entreprise américaine, ce sera des qualified dividends, donc ce sera taxé à 0,15 ou 23,8%. Si c'est des entreprises étrangères, ce sera des ordinary income. Ce sera taxé comme revenu. Là, il y a une petite différence. Toutes les entreprises n'ont pas de dividendes. C'est juste une partie des profits. Au lieu que l'entreprise réinvestisse ses profits dans le développement de l'entreprise, elles vont les distribuer aux gens qui ont l'action de l'entreprise. Maintenant, là, il y a la partie obligation. Une obligation, c'est quoi? Ce qu'on appelle bonds en anglais. C'est comme si vous prêtiez de l'argent à une organisation. Alors, pas directement, vous n'appelez pas l'État de Californie pour dire je vais acheter des 100 000 $ d'obligations. Enfin, ça se passe par enchère, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Non, là, vous achetez un fonds. Vous achetez un fonds qui, lui, contient des centaines, voire des milliers d'obligations. Et donc, c'est comme si vous prêtiez de l'argent à une organisation. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un ou à une organisation, vous recevez le principal, vous recevez ce que vous avez prêté, plus un petit quelque chose, hein, le taux d'intérêt. C'est comme quand vous prenez un prêt immobilier, vous recevez, si vous prenez si vous prenez un prêt immobilier à 30 ans, vous allez payer un taux d'intérêt plus important que si vous prenez un prêt immobilier à 10 ans. Pourquoi? Parce que le risque que la banque prend à 30 ans, il n'est pas le même qu'à 10 ans. Il peut se passer plein de choses en 30 ans. Et vous pouvez faire défaut. Bref, en termes de fonds, il y a des fonds qui ont des corporate bonds. Donc, vous prêtez de l'argent à des entreprises. Et dans ce cas-là, c'est imposé comme revenu. C'est imposé comme revenu et au niveau fédéral et au niveau étatique. Ensuite, vous avez les muni bonds. On vient d'en parler. Ça, c'est quand vous prêtez de l'argent dans des fonds qui sont investis dans des obligations de l'État d'un État, de votre État de résidence, ou des villes de votre État de résidence. Et dans ce cas-là, on a vu que les intérêts n'étaient pas du tout imposés. Ensuite, il y a les Treasury bonds, Treasury notes, Treasury bills. Ça, c'est imposé comme revenu. Hein, au niveau fédéral uniquement, pas au niveau étatique. Donc ça, ce sont des fonds donc, qui vont monter et descendre aussi. Hein, et là, il va y avoir des plus-values.
Donc là, les gains de ces fonds-là, ça par contre, c'est taxé comme plus-value à long terme ou plus-value à court terme. Alors maintenant, la notion de risque. Donc quand vous allez parler à un conseiller financier, quand vous allez parler enfin, que vous allez répondre à un questionnaire pour un robot advisor, on va vous dire, bah voilà, vous avez répondu au questionnaire, voilà votre niveau de risque. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ah, bah, c'est un proxy pour la partie action de votre portefeuille. Ah, vous avez 80% de risque, ça veut dire que 80% de votre portefeuille sera en action et 20% sera en obligation. Donc là, par exemple, j'ai pris deux exemples, 90% en action, 10% en obligation, ça c'est très agressif, et à l'inverse, 90% d'obligation, 10% d'action, c'est très conservateur. L'idée ici, pour vous donner un petit peu une idée, un portefeuille à 80%, ça veut dire que, à 80% de risque, ça veut dire qu'il peut baisser de 35 à 40%, pour un événement de type 2008-2010, la grande récession, ça peut baisser à peu près de la moitié, à peu près. Donc ça vous donne une idée de ce que ça veut dire le risque. Donc comme je le disais un peu au début dans les plus mauvais placements, dans la partie action du portefeuille, vous pouvez investir dans des actions individuelles. Vous ne savez pas, sauf si vous avez un process. Un process, ça peut être une newsletter que vous suivez, ça peut être différentes choses, ça peut être des critères, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, les retours peuvent être très importants, mais vous pouvez tout perdre, parce que la boîte peut faire faillite. Donc, théoriquement, vous pouvez tout perdre. Donc, si vous investissez dans des actions, essayez d'investir dans au moins une vingtaine d'actions. Au moins. Et pas toutes dans la tech, s'il vous plaît. Et pas toutes dans les highs ou des choses comme ça, parce que ça, c'est très à la mode. Mais encore une fois, ça monte, ça descend. Ça peut jamais monter jusqu'au ciel. Donc, attention à ça. Les deuxièmes choses que je conseille plutôt, c'est soit des ETF, soit des fonds mutuels. Alors ça, c'est des paniers d'actions, des paniers d'obligations. Un ETF, c'est un fonds qui comprend des centaines, voire des milliers d'actions ou d'obligations. Et un mutual fund, c'est la même chose. Il y a une petite différence qui est historique. Les ETF, c'est apparu dans les années 90. C'était un ordinateur qui choisissait, selon certains critères, dans quelles entreprises investir, alors que les fonds mutuels, c'est apparu beaucoup plus dans les années 50, probablement, je crois. Et là, c'est un groupe de personnes qui choisissaient dans quelles entreprises investir. Maintenant, il y a des mutual funds passifs. C'est un ordinateur qui va choisir dans quoi investir. Et il y a des ETF actifs, où c'est un groupe de personnes qui choisit dans quelles entreprises investir. Donc la différence, elle disparaît. C'est ce type de choses, idéalement, que vous voulez prendre. Ça peut être un target fund, ça peut être d'autres choses, on le verra après. Mais voilà, c'est ce type de choses-là qu'il faut choisir. C'est des véhicules d'investissement. Alors maintenant, juste pour vous donner une idée, ce que peut faire un robot advisor, un target fund ou quelque chose de très diversifié au niveau mondial, j'ai pris 4 types de portefeuilles avec des différentes années. Ça, c'est les horizons de placement. 80% en actions, 20% en obligations, donc assez agressif. On aurait fait 6,32% par an, si on avait mis 100 000 $ en juin 2007. Même chose, un portefeuille income, donc très conservateur, 80% en obligations, 20% en actions, on aurait fait 171 000 $ si on avait mis 100 000 $ en juin 2007, au plus haut du marché, avant la crise de 2008-2010. Et là, on aurait fait 3,9%, moins 18,27%. Donc les moins, c'est du plus haut du portefeuille, juin 2007, au plus bas. Mars 2009 pour les portefeuilles plus agressifs. Il y a 2 ans, 2022, pour le portefeuille plus conservateur. Quand les taux d'intérêt de la Fed ont monté, ça a fait baisser ce type de portefeuille. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pensez, oui, mais les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc si on est un peu plus pointu sur les ETF qu'on choisit, potentiellement, on peut faire un peu mieux. 100 000 $ en juin 2007, on est à 571 000 $, 10,9%, moins 41%, comparé à 6,32%, moins 44%. Donc effectivement, si on est un peu plus pointu sur les choses qu'on fait, là, c'est possible. Donc ça, vous le faites vous-même, vous passez par un conseiller financier, potentiellement. Après, ça dépend des conseillers financiers, comment ils investissent, etc. Mais ça, c'est une possibilité. Et là, pareil, 5,47%, 244 000 $ et 3,9%, à comparer à 3,9% ici. Donc c'est possible. C'est possible. Après, vous pouvez investir de manière
ça vous intéresse pas trop d'investir, vous voulez avoir un truc tout fait, il y a des robots advisors, Front, Betterment. Et puis après, donc ça, c'est des purs robots advisors. Après, chaque institution financière, Schwab, Fidelity, Vanguard, ont leur propre robot advisor. Vous pouvez brancher ce robot advisor sur vos comptes. Et dans ce cas-là, c'est géré pour vous. Après, il y a tout ce qui est target fund. Un target fund, c'est quoi? Ça va être basé sur votre année théorique de retraite, quand vous aurez 65 ans. Et donc, c'est juste un fonds, c'est juste une ligne. Vous achetez, en général, il est marqué 2045, 2030, suivant votre âge. Et à l'intérieur de ce fonds-là, les choses vont changer avec le temps. Elles vont devenir de plus en plus sécurisées avec le temps. Ça ne sera pas le cas, en général, des robots advisors. Donc les target funds, ils vont devenir de plus en plus sécurisés avec le temps. Donc en gros, quand vous choisissez des investissements, vous avez quatre choix possibles. Vous avez target fund, robot advisor, human advisor, le faire vous-même. Qu'est-ce que vous devez choisir? Si vous parlez à un conseiller financier, bien sûr, il vous dira, ah ouais, mais moi, je ferais mieux que ça. Bien entendu, il ne va pas se tirer une balle dans le pied et dire, euh, ah ouais, on va faire pire qu'un robot advisor, on va faire pire que les marchés. Et pareil, si vous demandez la performance à un conseiller financier, ce que je dis toujours à mes clients, ou du moins aux gens à qui je parle, ouais, vous pouvez me demander mes performances, je vous garantis que mes performances seront meilleures que les marchés. Et je vous garantis que ça ne veut rien dire. Parce que bien sûr que je ne vais pas vous envoyer des performances qui sont moins bonnes que les marchés. Sinon, sinon je ne sert à rien. C'est clair. Donc, après, donc ça, c'est le passé. Est-ce que le futur sera la même chose? Personne ne sait. Donc, c'est plutôt une question émotionnelle. Quel degré de contrôle vous voulez avoir sur vos portefeuilles et quel degré de personnalisation vous voulez avoir sur vos portefeuilles? Si vous faites un certains conseillers financiers ou par vous-même, vous aurez un degré de personnalisation qui sera plus important qu'un robot advisor ou un target fund. Un robot advisor ou un target fund, tous les gens qui ont le même niveau de risque que vous sont investis dans les mêmes choses. Il n'y a quasiment pas de personnalisation. Et donc, c'est la garantie de faire aussi bien que les marchés mondiaux, pas moins bien, mais pas mieux. Quand vous le faites vous-même ou quand vous choisissez un human advisor, vous avez la possibilité, pas la garantie, la possibilité de faire mieux que les marchés, mais aussi la possibilité de faire moins bien. Donc, comme je le disais, moi, c'est no BS. Je veux pas que les gens viennent vers moi et disent ah ouais, Guillaume, il va faire des super performances, beaucoup mieux que les marchés. Absolument pas, j'en sais rien du tout. Je connais pas l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que les portefeuilles qu'on fera, ça sera aligné à vos valeurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, il y a d'autres modèles qui potentiellement feront mieux que les marchés, avec moins de risques, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est marché financier. Après, tout ce qui est l'immobilier, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a deux grands types d'investissements dans l'immobilier. Premier investissement que tout le monde connaît, on achète un bien, on met des gens dedans, ils nous rapportent de l'argent quand tout se passe bien. Donc ça, c'est la première chose, que ce soit en France, on l'a vu aux États-Unis. À partir du moment où vous louez meublé non professionnel ou professionnel en France, vous payez quasiment pas d'impôt en France et de toute façon pas d'impôt aux États-Unis. Si vous louez en France non meublé, là, vous payez 37,2 ou 47,2% d'impôts. Ça, c'est les revenus que vous avez en France. Comme vous êtes non résident en France, vous êtes taxé en France sur les revenus que vous avez en France. Et la taxation, elle est de 20% de flat tax plus 17,2% de CSG et de CRDS jusqu'à un certain montant. Je crois que c'est 23 000 euros ou 26 000 euros. Je ne me souviens plus, il faudrait que je revoie les choses. Et au-dessus de ça, c'est 30% de flat tax plus 17,2% de CSG CRDS, fortement taxé. Ça, c'est valable pour les investissements en France, quand vous êtes résident américain. Donc, l'immobilier en dur aux États-Unis, en France, fiscalement parlant, assez intéressant. Par contre, en termes de rentabilité, avec les taux d'intérêt en ce moment, très difficile d'avoir de bonnes rentabilités. Pas impossible, mais difficile. Après, il y a tout ce qui est REIT. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des SCPI en France. Donc, au lieu d'acheter 100% d'un bien immobilier, vous achetez 1% de 100 biens immobiliers. Donc, ça, des REIT. Alors, je ne parle pas des REIT sur les marchés financiers parce que les REIT sur les marchés financiers, elles vont monter et descendre comme les marchés financiers. Donc, ça n'apporte pas vraiment de diversification. Je parle de REIT privés.
des sociétés comme Quote Street, Fundrise, des choses comme ça, où là, ça ne va pas bouger de la même manière que les marchés financiers. Donc, les REIT privés, attention, c'est toujours de l'immobilier. Hein, donc, peu liquide, 3 à 5 ans. Hein, votre argent est bloqué 3 à 5 ans, mais vous recevez des loyers, taxés comme revenu. Et après, vous pouvez revendre les parts. Et donc, dans ce cas-là, les gains sont taxés comme capital gain. Hein. Mais les REIT privés, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça, c'est la deuxième type de choses. Attention aussi, que ce soit pour les REIT privés ou les investissements alternatifs, il y a la notion d'investisseur accrédité et non accrédité. Accredited investor, non accredited investor. En gros, pour être accredited investor, il faut avoir soit plus de 300 000 $ de revenus, soit avoir plus de 1 million de dollars de patrimoine hors résidence principale. Donc là, vous êtes investisseur accrédité, vous avez accès à plus de possibilités pour perdre votre argent. Non, je plaisante. Plus de possibilités pour investir. Hein. Donc, si vous êtes, alors pour les investisseurs, soit accrédités ou pas, il y a un site qui regroupe donc ces investissements alternatifs, qui sont des investissements qui ne sont pas liés au marché immobilier, au marché financier. Hein, donc là, il s'appelle yieldtalk.com. Les investisseurs non accrédités, vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez acheter du vin avec Vinovest, vous pouvez acheter une partie d'un catalogue d'un artiste, hein, des royalties, vous pouvez acheter différentes choses. Alors, les investisseurs accrédités, vous pouvez acheter dans l'art, vous pouvez faire du private credit avec person.com, vous pouvez acheter des terrains, il y a toutes sortes de choses. Hein, des cartes de baseball, des voitures de collection, une partie d'une voiture de collection, une partie d'une carte de baseball. Hein, c'est ce type d'investissement un peu plus exotique et qui ne va pas suivre les marchés financiers, hein, qui va diversifier. Attention, c'est moins liquide, c'est moins régulé que les marchés financiers ou le marché immobilier. Hein, donc attention à ce type d'investissement. Avec mes clients, j'en propose un où j'ai un fonds, hein, c'est person.com. Mais avant de proposer ça à mes clients, j'ai passé plusieurs années à le faire moi-même, à rechercher, etc. Hein, donc je ne propose pas n'importe quoi à n'importe qui. Et donc ça, c'est des possibilités avec des retours qui sont quelquefois très, très intéressants. Par exemple, le fonds qu'on a avec Percent, il rapporte 18%. Avant impôt, avant frais. Il y a des catchs. Il faut faire attention. Parce qu'encore une fois, les 18%, ils sont considérés comme revenus. Et puis, c'est pas sans risque. C'est pas possible. Il n'y a rien qui est sans risque. Donc, il y a des catchs. Donc ça, il faut vraiment être au clair avec ça. Alors maintenant, si on prend un patrimoine global, quelle est la proportion des différentes choses qu'on pourra avoir? 50 à 100% de vos investissements peuvent être sur les marchés financiers. Pas dans une seule action. Hein, mais ce que j'aime bien avec les marchés financiers, c'est que c'est liquide, c'est régulé et on peut choisir le niveau de risque qu'on veut. On peut dire, je veux un truc pas trop risqué qui me rapportera pas trop, mais qui descendra pas trop, ou un truc plus risqué qui me rapportera mieux, mais qui descendra plus. Donc 100%, j'ai des clients, ils n'ont aucun investissement immobilier ou autre. Ils ont tout sur les marchés, pas tout à 100% de risque, mais tout sur les marchés, ça pose pas de problème. L'immobilier hors résidence principale, parce que je ne considère pas une résidence principale comme un investissement, parce que un investissement, c'est pas émotionnel. L'investissement, c'est financier. Vous n'avez pas besoin d'aimer l'endroit où vous allez investir. Que vous aimiez ou pas, ça ne rentre pas en jeu. Où est-ce que c'est placé, à qui vous allez louer, etc. Alors qu'une résidence principale, faut que vous aimiez, vous allez y habiter dedans. Donc rien que pour cette raison-là, pour moi, une résidence principale, ce n'est pas un investissement. Donc l'immobilier, 0 à 30%. Alors 0 à 30%, c'est en apport. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 $ à mettre et que vous achetez quelque chose à 300 000 $, les 30%, ce n'est pas les 300 000 $, c'est les 100 000 $. C'est de l'apport. Hein, donc ça, 0 à 30%. Et puis les investissements alternatifs, 0 à 20%. J'ai des clients qui n'ont aucun investissement alternatif et ça ne pose pas de problème. 0 à 20%, mais pas plus de 2 à 5% par type d'investissement. Parce que vous pouvez tout perdre. Donc il faut faire très attention avec ça. 0 à 20%. Voilà, je vous avais dit 1 heure. On est à peu près à l'heure. À la fin de l'heure, maintenant c'est le moment de poser vos questions. J'essaierai de répondre à toutes les questions possibles. Hein. S'il faut que je passe toute l'heure, je passerai toute l'heure. Vous inquiétez pas si j'ai pas le temps de répondre à votre question. Vous pouvez toujours m'envoyer un email et me poser vos questions directement par email, guillaume@wefinancial.com. Je ne peux pas faire plus simple. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email dans la limite du raisonnable.
Hein, si c'est 10 questions, là, je vous demanderai, là, je ne peux pas répondre par email, ça prendrait trop de temps. Donc, mais si c'est une ou deux questions, hein, désolé s'il y a des avocats dans la salle, je ne suis pas avocat, hein, donc je ne vous enverrai pas, si je réponds à un email, je passe 10 minutes, un quart d'heure, je ne vous enverrai pas une facture pour 10 minutes, un quart d'heure. Je réponds avec plaisir. N'hésitez pas à regarder aussi mon blog avec des articles en français. Tout ce que je vous ai dit là, c'est dans différents articles. J'ai une partie investissement, une partie immobilier. J'essaie de publier des articles relativement souvent, tous les 15 jours. Je ne peux pas toujours, mais j'essaie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder aussi sur mon site internet si vous voulez plus d'infos. Tous mes tarifs sont sur mon site internet. Voilà. Tous ces renseignements-là sont sur mon site internet. Voilà, alors, on va regarder les questions. Ça va, pour l'instant, j'en ai pas trop, ça peut augmenter. Mais je vais répondre à tout ça. Alors, ok, donc ça, c'est bon. Alors, pour le cash, y a-t-il une différence entre un high yield savings account et money market fund dans un brokerage account? Non, il y a pas vraiment de différence fondamentale. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et c'est taxable de la même manière. Alors, quand vous me posez une question, donnez-moi le contexte. Hein, parce que là, quand on m'a posé des questions pendant la présentation, euh, bah, il y avait un contexte, mais là, il n'y a plus de contexte. Donc, la question, c'est est-ce également le cas pour un plan d'épargne retraite souscrit en France? Donc là, il faut me donner un peu plus de réponses. Je ne sais pas dans quel contexte, donc je vais essayer de deviner. Euh, N'importe quel plan d'épargne retraite souscrit en France n'est pas taxable aux États-Unis, parce que sous la convention franco-américaine. Mon mari et moi, ah oui, et puis dites-moi si vous avez la double nationalité ou pas la double nationalité, parce que ça peut changer des choses à partir du moment où vous partez des États-Unis. Si vous êtes aux États-Unis, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où vous partez des États-Unis, là, ça peut être différent. Mon mari et moi, de double nationalité, allons toucher à peu près 110 000 € grâce à la vente d'une maison en France, une propriété. On se demandait si on devait rapatrier cet argent aux USA pour l'investir ici ou bien le laisser en France dans un compte qui gagne 3,2% basé sur nos recherches initiales. 3,2% en France, 5 à 5,7% aux États-Unis. Donc, absolument, à moins que vous vouliez rentrer en France dans les 2 ans, parce que là, ça ne sert à rien de transférer l'argent aux États-Unis pour le retransférer en France. Ou si vous avez un projet particulier en France, dans ce cas-là, pareil, ça ne sert à rien de faire des allers-retours. En dehors de ça, absolument, transférez-le aux États-Unis, on pourra faire beaucoup plus de choses. Là, je dis sans risque 5,5%, mais on peut faire un certain nombre de choses. On peut mettre l'argent ailleurs, il peut rapporter 7, 8, 9%. Euh, ouais, c'est ridicule. 3,2%, c'est à peine l'inflation. Donc, non, ça ne vaut pas le coup de laisser cet argent dans un compte à terme en France ou dans un compte d'épargne en France. Pas de taxation aux US pour LMNP, est-ce pareil pour LMP? Est-ce lié aux accords bilatéraux? Alors, c'est pas de taxation aux US pour des biens immobiliers. Peu importe qu'ils soient LMNP, LMP, quoi que ce soit, aux États-Unis, on ne fait pas cette distinction. C'est un truc franco-français. Hein, aux États-Unis, n'importe quel bien immobilier, vous pouvez le déprécier. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec les accords bilatéraux. Non, ça c'est pas. Il n'y a rien dans le traité franco-américain. C'est juste quand on a un bien immobilier aux États-Unis, qu'il soit aux États-Unis ou ailleurs, ça répond aux mêmes possibilités. Hein. Et donc ça, renseignez-vous sur Internet pour voir la taxation, comment ça se passe, la recapture, la dépréciation, etc. Mais il y a plein d'infos sur Internet, que ce soit un bien immobilier en France ou aux États-Unis, ça ne change rien côté américain. Hein. Si bien sûr il est aux États-Unis, bah, il n'y a pas de taxe en France. Hein. Mais s'il est en France, il y a potentiellement des taxes en France ou pas, et, euh, et pas de taxes aux États-Unis. Franco-américaine, j'habite aux US et ai laissé des fonds en France sur mon compte courant au cas où. Je retournerai en France. Vaut-il mieux investir dans l'IMO en France ou rapatrier les fonds aux US? Quid des frais élevés de transfert via OFX? Alors, quid des frais élevés de transfert via OFX? Les frais, ils ne sont pas du tout élevés. Mais pas du tout. Hein. OFX ou Wise, les frais, ils sont vraiment bas. Ce pas des frais élevés. Hein. Au cas où, quoi? C'est ça la question. Si vous investissez en immobilier en France, l'argent, il est plus liquide. Vous ne pouvez pas le retirer facilement. Vous devez revendre le bien, tout ça. Donc, le au cas où,
Bah, si vous avez besoin de l'argent et que c'est investi dans un bien immobilier, vous avez intérêt à ne pas avoir besoin de l'argent en urgence. Sinon, ça va être difficile de revendre un bien immobilier rapidement. Donc après, ça dépend de vos projets. En général, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, en général, c'est pas une bonne idée. Enfin, et après, c'est au cas par cas sur les projets immobiliers. En général, ce que je vois dans les projets immobiliers en France, c'est que ça rapporte pas trop. Alors, quelquefois, on fait des projets immobiliers en France pour d'autres raisons que simplement financières. J'ai des clients qui ont la trentaine, où leurs parents en France leur disent, mais attends, tu as 30 ans, mais comment ça se... tu as la trentaine, mais comment ça se fait que tu n'as pas encore acheté ton bien immobilier? Mais quand même. Alors, quelquefois, pour éviter d'avoir les parents sur le dos, eh ben, on achète un studio à Bordeaux, et puis ça rapporte, je dis n'importe quoi, à Bordeaux ou ailleurs. Euh, et ça rapporte financièrement, c'est pas génial, mais au moins on n'a plus les parents sur le dos. Bah, si, tu vois, j'ai acheté un studio, etc. J'ai commencé à construire mon patrimoine. Donc, quelquefois, pour des raisons qui ne sont pas financières, on va acheter un bien immobilier en France. J'ai un LMNP depuis 10 ans, ça fait 9 ans que je suis à New York. Suis-je taxé à 37%? Non, LMNP, vous n'êtes pas taxé. Les 37%, c'est pour les investissements mobiliers, assurance vie, dans des fonds, dans une assurance vie, un PEA, etc. En LMNP, vous n'êtes pas taxé en France normalement. Et donc ça, et aux États-Unis non plus. Pouvez-vous clarifier la taxation en LMNP? Actuellement, je paie des impôts en France et aux US sur mes revenus de location. Est-ce que vous êtes si vous payez des impôts en France et aux US sur des revenus de location et que vous êtes en LMNP, va falloir changer quelque chose. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Alors après, dans LMNP, il y a Microbic, enfin, il y a différentes choses. Donc ça, c'est peut-être là que les choses sont un peu compliquées. Mais vous avez un problème. Aux US, en tout cas, aux US, vous devriez payer quasiment pas d'impôts. Peut-être un petit peu, mais quasiment pas. Parce qu'encore une fois, il faut vous déprécier de bien. Après, il y a toujours des subtilités. Alors, je parle en règle générale. Il y a toujours des cas où, parce que il y avait ça et ça se passe comme ça. Mais en règle générale, quand vous êtes en LMNP, vous ne payez pas d'impôts. Suite à la question sur les 110 000 euros, quelle est la meilleure façon de les rapatrier le moins de frais? Wise.com ou fx.com. Il n'y a pas. Regardez, j'ai un article sur les transferts d'argent entre la France et les États-Unis. Il n'y a pas des histoires de 10 000 $, etc. Il n'y a pas d'impôt particulier à faire un virement entre deux banques. Il n'y a pas d'impôt. Hein. Quand vous faites un virement entre deux comptes ici aux États-Unis, il n'y a pas d'impôt. Bah, c'est la même chose au niveau international. À partir de quel montant de patrimoine cela vaut-il le coût d'établir un trust pour la transmission du patrimoine compte tenu du coût et de la complexité? Le coût, le coût c'est 1 200 $. Donc, enfin, c'est pas grand-chose. Hein, et la complexité, il n'y a aucune complexité. Hein. Il y a différents types de trusts. À moins que vous ayez plus de 13,6 millions de dollars de patrimoine, le type de trust que vous pouvez faire, ça s'appelle un living trust. Donc, il y a zéro complexité. Avec mes clients, on le fait en. Moi, j'ai ce service-là. Hein. J'ai un service d'estate planning qui coûte à peu près 1 500 $. Via la legal assistance de votre entreprise, c'est possible que ce soit zéro. Hein. Donc, faites ça d'abord. Et puis, si c'est pas zéro et si c'est plus de 1 500 $, bah, vous me passez un coup de fil, vous m'envoyez un email, parce que je réponds pas au téléphone, mais vous m'envoyez un email, et puis on fait ça pour 1 500 $ ou autour de 1 500 $. Après, ça dépend des situations. Ça sera autour de ça. Euh, c'est un questionnaire à remplir. Après, moi, je travaille avec des avocats, ils font les papiers. Il n'y a pas de coût, enfin, le coût, il est assez faible et la complexité, elle est très minime. Hein. Donc, en gros, la différence, c'est à quoi ça va servir un trust? Ça va servir à court-circuiter un process qui s'appelle probate ici aux États-Unis, qui peut prendre de 18 à 24 mois et coûter 5 à 10 de votre patrimoine. Hein. Donc, 5 à 10 bah, à partir de 100 000 $, 10 de votre patrimoine, c'est 10 000 $. Autant éviter les 10 000 $. Donc, non, il y a pas de limite basse. Euh, il n'y a pas vraiment de limite basse. Hein. Tout le monde devrait avoir un trust, testament et ces autres choses-là. Et quand on court-circuite ce process de probate, donc ça coûte 1 à 2 et ça prend 6 à 8 semaines pour transférer votre patrimoine aux bénéficiaires. Après, il y a plein de choses à dire sur les trusts, etc. J'en parle un peu dans le webinaire des retraites, mais
mais ce n'est pas les trusts qu'on voit dans les films. Il y a des trusts qu'on voit dans les films, il y a une succession, il y a des trusts et tout ça. Ça, c'est si vous avez plus de 13,6 millions de dollars par adulte. Donc 27,2 millions de dollars dans un couple. Il y a de la marge, en général. C'est rare que, ça arrive quelquefois, mais c'est rare que j'ai des gens qui ont plus de 27 millions de dollars. Bonjour Guillaume, j'ai 66 ans, retraite, j'attends 70 ans pour toucher Social Security. Ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser mes revenus. Retrait du 401k, Social Security et RMD à l'âge de 73 ans en minimisant la fonction fiscale. Des grandes lignes de réflexion sur le sujet. Oui, une grande ligne de réflexion sur le sujet. Entre maintenant et 73 ans, il va falloir idéalement, et il faut simuler la chose et voir combien on peut économiser, etc. Mais il va falloir transformer tout ce qui est en pré-taxe en Roth, en post-taxe. Okay. Donc, par exemple, si vous avez 1 million de dollars, imaginons dans un compte pré-taxe, potentiellement, ce qu'on peut faire, c'est pendant les 10 prochaines années, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas forcément 10 prochaines, ça peut être 5 prochaines années, on va transformer 100 000 dollars chaque année, 100 000 dollars en post-taxe. Donc, vous allez payer des impôts sur 100 000 dollars, mais vous n'avez pas d'autres revenus. Donc, si ça tombe, vous serez dans un plafond d'impôts. Et encore une fois, il faut faire des simulations, etc. Mais vous serez dans une tranche d'impôt, par exemple, des 22%. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'à 73 ans, du coup, vous aurez très, très peu en pré-taxe. Donc, quand l'IRS va vous dire vous devez retirer 4 ou 5%, 4 ou 5%, ce sera très, très peu. Et dans ce cas-là, on aura économisé des centaines de milliers de dollars potentiellement. Alors, au lieu de retirer 5% de 1 million ou de 2 millions, eh ben, on aura déjà éliminé au moins 1 million. Eh ben, au lieu de devoir retirer 100 000 dollars, même si vous n'avez pas besoin de 100 000 dollars, vous devez retirer 50 000 dollars et vous serez taxé sur les 50 000 dollars. Donc voilà, il y a des choses comme ça à mettre en place, il y a des simulations à mettre en place hein, pour éviter la RMD, Requirement Minimum Distribution. Citoyen US résident en France, tiens, savez-vous comment sont taxés en France les investissements tax-free aux US, par exemple Munibonds? Citoyen US résident en France, donc vous êtes en double nationalité, tout ce qui est investissement mobilier est taxé aux États-Unis, mais pas en France. C'est pour ça que les gens qui sont en double nationalité en France devraient avoir la majorité de leur patrimoine aux États-Unis. Taxé aux États-Unis, mais pas en France. Ah, j'ai presque fini les questions. D'habitude, j'en ai beaucoup plus. C'est bien. Je suis de nationalité française depuis 1 an et je suis aussi de nationalité américaine. Quelles sont les choses que je dois faire? Euh, Trop vague comme question. Où est-ce que, si vous êtes aux États-Unis, le fait que vous soyez de nationalité française ne change rien. Il n'y a rien à faire côté français. Si vous êtes en France, là, il y a plusieurs choses à faire. Donc ça, c'est une question trop vague. J'ai besoin de plus d'informations. Que dois-je faire si j'ai un ancien contrat assurance vie en France et j'ai récemment acquis la nationalité américaine? Vous devez le fermer. Ça ne sert à rien d'avoir une assurance vie en France. Donc, vous devez fermer l'assurance vie. Ah, une question qui arrive. Ah, j'allais dire au revoir à tout le monde. Marier un enfant, man breadwinner, j'ai une Wally. Faut-il s'en défaire? Si oui, comment? Quid de l'effet de levier? Emprunter sur son Wally pour investir sur les marchés. Ah, j'aime bien quand on me parle de l'effet de levier, c'est pas un effet de levier du tout. Ah, la Wally, elle va vous rapporter 2-3% par an. Vous allez emprunter à 6%. Donc tout ce que vous avez gagné, ça va être perdu en intérêt quand vous allez emprunter sur la Wally. Ah, c'est ça qui est incroyable. Hein. Donc non, vous empruntez, ça veut dire en ce moment les taux d'intérêt ils sont à 6 ou 7%. Ça veut dire que vous devez, si vous faites ça, ça veut dire que investir sur les marchés, ça doit faire plus que 6 ou 7%. Bonne chance. Sur le long terme, peut-être, mais en tout cas, ça va être très difficile. Hein. Donc, pas du tout une bonne idée, encore une fois, encore une bonne raison pour ne pas prendre une Wally. Faut-il s'en défaire? Ça dépend. Ça dépend à quel niveau vous êtes, ça dépend depuis combien de temps vous l'avez, ça dépend combien vous payez, ça dépend de beaucoup de choses. En général, si ça fait plusieurs années que vous l'avez, je conseille de pas s'en défaire, hein, de la laisser comme ça, mais d'arrêter de mettre de l'argent dedans. Hein, d'arrêter de mettre de l'argent dedans, mais ça vaut probablement plus le coup de s'en défaire. Alors, si c'est que 2 ans, bah, ça dépend combien vous avez mis.
Ah, ça dépend combien vous avez mis dans la Wally. S'il y a déjà beaucoup d'argent, à voir. À voir. Je voudrais creuser la question du LMNP car il me dit je paie des impôts sur mes revenus, puis je vous envoyer un email. Alors, Anne, encore une fois, tout ce qui est déclaration de revenus, ça, c'est plutôt les comptables. Donc, adressez-vous à un comptable. Adressez-vous à un comptable franco-américain. Alors, vous pouvez m'envoyer un email, je peux vous donner une liste de comptables, mais ça ça sera plutôt lié à un comptable. Bonjour, votre coût de 1% est sur les gains réalisés ou le principal? Ah, bonne question, on pose souvent cette question. Euh, on n'a pas le droit en tant que conseiller financier de se rémunérer uniquement sur les performances. C'est pour ça que vous n'avez aucun conseiller financier, aucun investissement qui sera uniquement rémunéré sur les performances. Les hedge funds, ils se rémunèrent 2% sur la totalité, plus 20% sur les performances. Hein, donc, il n'y a personne qui se rémunère uniquement sur les performances, on n'a pas le droit. Donc moi, c'est effectivement sur le total. C'est ce que je disais. Vous avez, je ne sais plus si je le disais, mais comme exemple, je prenais, vous avez 300 000 $, vous investissez 300 000 $, bah vous payez 3 000 $ plus 2 500 $, 5 500 $ euh, par an. En tant que Française résidant aux US avec salaire aux US, est-ce que je peux trouver une banque en France pour emprunter pour le rachat d'un bien immobilier? Euh, En tant que Française résidant aux US avec ça, oui, vous pouvez. Je vous invite à discuter avec cartefinancement.com. www.cartefinancement.com. Ils sont spécialisés sur les expats. Et donc, euh, et donc, ça peut être, ça peut être intéressant. Hein, donc, carte financement, c'est les personnes que j'utilise. C'est ce que j'utilise avec mes clients. Euh, TG, TJP, double nationalité, je sais pas, je connais peut-être pas le contexte, donc il va falloir m'en dire plus. Voilà, donc TGP, si je prends ma retraite en France, deviens résident fiscal, est-ce que je pénalise mes enfants aux US sur mon héritage mondial, surtout aux US? Vaut-il mieux mourir aux US qu'en France de ce point de vue? Oui, il vaut mieux mourir aux US qu'en France. Hein. Donc, un an avant de mourir, vous retournez aux US, vous devenez résident américain, vous mourrez, ça passe à vos enfants côté US. Je dis ça un peu de manière humoristique, mais ouais, à partir du moment où vous devenez résident fiscal français, vous êtes taxé, la loi sur les successions, c'est sur la totalité de vos biens mondiaux. Donc, avant de partir, alors, soit vous pouvez, avant de partir en France, faire des donations à vos enfants, jusqu'à 13,6 millions. Euh, donc, ça, vous pouvez le faire avant de partir. Euh, mais après, il y a pas, j'ai pas encore trouvé de bons moyens de contourner ça. Faut-il rollover les 401k pour les consolider lors de changement de job? Oui, idéalement, et alors faut pas les mettre dans des rollover arrays pour différentes raisons, mais je conseille fortement de rassembler à chaque fois vos 401k, comme ça évite qu'à 60 ans, 70 ans, vous vous retrouvez avec 5, 6, 7 401k qui ont peut-être changé d'institution financière entre-temps, etc. Et pour les retrouver, c'est compliqué. Donc toujours faire des rollovers quand vous changez de job. 401k à 401k. Peut-on déduire vos frais de gestion de nos impôts? Enfin, oui et non. Donc, pas, il y a quelques années, c'était possible. Maintenant, c'est pas possible, sauf dans un certain cas, si je travaille pour une LLC. Par exemple, si vous êtes à votre compte et que je travaille pour une LLC, potentiellement, mes frais à voir avec un comptable peuvent être déduits. Merci beaucoup de cette présentation, vraiment intéressante. Merci. J'espère que c'était pas trop détaillé. Je ne connaissais rien en finance, mais vous avez ajouté la goutte d'eau à ma curiosité. Ok, merci à vous. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses à savoir. Hein. Ce que je vous ai montré là, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Hein. On a été assez dans le détail, mais il y a encore, c'est vraiment les règles générales. Il y a encore pas mal de subtilités qu'on fait en termes d'investissement. Il y a des choses un peu plus pointues, etc., qu'on peut faire. En général, en général, euh, n'essayez pas de faire des choses très exotiques.
Simplicité. Simplicité, des choses que vous comprenez bien. Euh, Ça marchera. Alors, si vous avez un professionnel qui vous aide, c'est bien. Je ne veux pas dire que c'est pas bien, mais, euh, mais si vous le faites vous-même, privilégiez la simplicité. Avez-vous un webinaire pour novices ou petit budget? Non, je ne fais pas de webinaire pour. Mes webinaires, ils sont gratuits. Donc, oui, ils sont tous pour petit budget, mes webinaires. Après, est-ce que la question, c'est est-ce que j'ai des workshops ou des choses comme ça? J'y pense pour la fin de l'année. Pense à faire des choses où je vais avoir une dizaine de personnes, où ça va être beaucoup plus, ça va être moins cher, ça va être moins personnalisé parce qu'il y aura une dizaine de personnes. Euh, mais ça sera un workshop et ce sera probablement moins cher. Mais si vous avez un petit budget, vous n'avez pas besoin de moi. Hein, vous regardez la présentation et vous avez déjà tout qui est fait pour vous. Euh, Fonds d'urgence, 401k jusqu'à 23 000 dollars, Roth IRA jusqu'à 7 000 dollars. Et puis voilà, vous avez déjà mis 30 000 dollars pour votre retraite. Et tout ça, ça peut être en autopilote. Donc, si vous avez un petit budget, pas beaucoup d'argent, payez pas pour mes services. Mon webinar, Internet, mon blog, c'est suffisant. Voilà. Ok, nous avons un common trust, mon mari et moi. J'ai la double nationalité, lui est américain. Est-ce que c'est mieux, question impôt en France, qu'il reste américain et pour ne pas payer les taxes françaises sur les revenus que nous pouvons percevoir sur la location d'immobilier en France? Alors là, il y a pas mal de choses. J'ai la double nationalité, lui est américain. Est-ce que c'est mieux, question impôt en France, qu'il reste américain pour ne pas payer de taxes françaises sur les revenus que nous pourrons percevoir sur la location d'immobilier en France? Non, si vous percevez des revenus en France, que vous soyez américain ou pas, vous payez des impôts en France. Il n'y a pas de. Les biens immobiliers, vous payez des revenus d'abord dans le pays où vous percevez ces revenus et ensuite dans le pays où vous habitez. Donc, il n'y a pas des questions il n'y a pas de question de nationalité ou de choses comme ça. À moins que j'ai mal compris la question, mais non, non, ça change rien du tout. Est-il conseillé de garder son 401k après un retour en France, pas de double nationalité? Absolument. Absolument. Gardez, alors à condition qu'il n'y ait pas, s'il y a 5 000 ou 10 000 dollars dans le 401k, on s'en fiche. S'il y a, on va dire 80 000, 100 000 dollars, absolument gardez votre 401k parce que vous soyez de nationalité ou pas, plus tard, quand vous retirez l'argent de votre 401k, ce sera taxé aux États-Unis, mais pas en France. Peu importe votre nationalité. Hein, donc absolument, il n'y a rien qui bat un 401k. Une assurance vie, ça ne bat pas un 401k. Hein, donc absolument, absolument gardez votre 401k. Je suis un grand passionné des 401k. J'ai même fait un webinaire complet sur les 401k. 1 heure et demie uniquement sur les 401k. Peut-être je le referai un peu plus tard dans l'année. Mais non, non, 401k, très, très important que vous retourniez en France ou pas. Hein, très, très important. Voilà, merci à tous d'être restés jusque-là. N'hésitez pas encore une fois à m'envoyer vos questions s'il y a quoi que ce soit. Et puis si vous avez besoin de mes services, bien sûr, ravi de vous aider. Passez un bon été. Et puis peut-être qu'on se reverra au prochain webinaire qui devrait, je crois, être en juillet, hein, qui est sur les retraites, il me semble. Donc, à regarder sur mon site internet, dans la partie Events, Webinar, vous allez pouvoir les voir.